Aujourd'hui, nous allons aborder des causes possibles au développement de l'hypersensibilité. Chez chacun, ces causes peuvent être multiples. On peut donc chercher dans différentes directions, soit des causes, soit des phénomènes déclencheurs. Je commencerai par ces conditions-là, ces conditions de vie qui révèlent l'hypersensibilité ou l'exacerbent, c'est-à-dire des causes liées aux conditions de vie dans nos sociétés occidentales. Et on évoquera aussi ensuite des causes psychologiques plus profondes, et avant d'aborder seulement la prochaine fois des causes liées à des pratiques qui amplifient l'hypersensibilité. S'il y a de plus en plus d'hypersensibles, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Et ce n'est pas parce que nous changeons de paradigme et que le monde, comprenez le monde occidental actuel, se spiritualiserait de plus en plus, comme tend à le croire ou à le faire croire le mouvement New Age. C'est au contraire tout l'inverse à mon sens. Le monde occidental se déspiritualise et il déshumanise ceux qui le peuplent. On pourrait associer à l'hypersensibilité un certain nombre de qualités typiquement humaines et importantes. L'hypersensibilité produit chez la personne plus d'authenticité, de la curiosité, de la bienveillance bien souvent, un sens de l'écoute, une réelle tolérance, une certaine joie de vivre, ou une façon de ne pas se prendre trop au sérieux, et le tout rattaché à un sentiment profond de justice, à un besoin de justice, de faire la différence entre le bien et le mal, ou une demande en vérité, etc. Et bien justement, la société actuelle ne propose rien de tout ça, et même dissuade de toutes les façons possibles, ce soit brutalement, ce soit sournoisement, ou en proposant des ersatz de solutions alternatives à ces besoins profonds, qui sont typiquement humains donc. Alors bien sûr, ce que je dis là, c'est bien souvent pas du tout conscientisé par la personne hypersensible et qui va peut-être avant les autres éprouver les dysfonctionnements de la société sans même pouvoir les formaliser justement, poser des mots dessus. Et en quoi, me direz-vous ? Il me semble à travers 3 crises qui ont touché et toucheront beaucoup de personnes, hypersensibles ou pas, mais hypersensibles en tête, à mon avis. Et c'est pourquoi je les signale aujourd'hui. La première crise, ce serait le surmenage. De nombreuses personnes ont connu un burn-out. Et suite à une suractivité, le corps, le système nerveux lâche. Ça peut conduire aussi à une dépression, bien que le mécanisme soit différent. Mais on a vu s'imposer depuis le chômage de masse beaucoup de surmenage et de gens qui s'arrêtent à cause de ça. Qui dit chômage de masse dit aussi concurrence entre des personnes pour un poste à pourvoir. Et là, à ce jeu-là, l'hypersensible n'est pas nécessairement bien placé parce qu'il va faire souvent passer l'intérêt des autres avant le sien propre. Une fois que le poste est pourvu, les pressions, en fait, concrètement, s'avèrent toujours assez difficiles à soutenir plus le temps avance. Si on ajoute à ça une capacité qu'a l'hypersensible à détecter les dysfonctionnements autour de lui, chez les personnes ou dans les systèmes, il aura donc à fournir des efforts pour faire d'abord ce qui est attendu de lui, évidemment, puis créer des solutions qui répondent aux dysfonctionnements qu'il sent autour de lui, pour enfin utiliser ce qui lui reste d'énergie pour prouver que ces propositions qu'il a élaborées sont bonnes. Et il va vite passer en fait pour un empêcheur de tourner en rond, et donc se retrouver exclu du groupe de collègues. Donc rien que tout ça pourrait épuiser pas mal de profils. Nous avons vu que l'hypersensible, en tant qu'éponge émotionnelle, est vite pompé par l'afflux d'informations venant de partout, et il va se consumer plus vite. Et donc, il va se retrouver en surmenage bien avant les autres, compte tenu de tout ce que je viens de vous raconter sur les processus qu'il aura à mettre en œuvre au sein d'un système lorsqu'il le fréquente. Mais je précise encore, à l'attention des hypersensibles qui écoutent, que n'importe qui aurait eu à gérer autant d'activités et d'informations serait tombé avant lui, donc que ça les rassure. Donc le surmenage fait partie des crises possibles rencontrées par notamment des hypersensibles, peut-être avant les autres. Une autre crise que peut traverser l'hypersensible est celle de l'ennui ou de la démotivation chronique, d'absence de perspective. Bien sûr dans le domaine professionnel, mais ça peut s'appliquer dans plein de domaines, ça peut être familial, ça peut être associatif, ça peut être par rapport à des projets personnels, etc. En fait, elle peut survenir du fait que l'on a une sorte de sécurité, de bien matériel, à ne plus savoir qu'en faire. On est gavé de choses de ce monde, en quelque sorte. C'est lié à une sorte de désenchantement. Et cette crise, elle existe notamment depuis la montée en charge du libéralisme libertaire ou la fin du bloc de l'Est, si on veut, dans cette partie de l'histoire, à peu près fin des années 80, début des années 90. Le seul horizon d'espoir de la société concerne en fait la capacité à se doter de biens matériels. Le projet personnel et collectif a été et continue d'être, et de se concentrer sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors on se débrouille
pour que tout le monde puisse consommer, on maintient et on réduit les personnes à des aspirations immédiates et matérielles, assez égocentriques. On pourrait exprimer une meilleure part de soi, ce que l'on sait, ce que l'on pense, nos compétences ou son savoir-être, mais ça, c'est impossible parce que soit il n'y en a pas besoin, soit il n'y a pas de point d'application à tout ce que l'on peut proposer. Alors il y a une sorte d'ennui généralisé qui commence à entourer la personne et elle vit dans une sorte de monde un petit peu bizarre et elle ne sait plus comment se débrouiller. Alors, dans l'histoire récente, il y a eu un concept qui a vu le jour et qui a rencontré un certain succès pour essayer de parer cet ennui qui ne se nomme pas toujours ainsi. Et même cette proposition est en trompe-l'œil par rapport aux besoins fondamentaux, c'est la proposition de développement personnel et qui reviendrait au fond à pouvoir rendre la personne à une version meilleure d'elle-même, mais ça ne répond pas forcément à des besoins fondamentaux. Ça revient finalement à pousser la personne à devenir opportuniste, voire cynique, avide d'argent, etc. Ça ne propose pas forcément une intériorité très profonde, mais une idée d'utiliser le monde comme un objet, en fait. D'ailleurs, on utilise l'idéologie, le libéralisme libertaire pour s'épanouir intérieurement. C'est une sorte de contradiction profonde, mais qu'on ne perçoit pas d'entrée de jeu. Et c'est pourquoi le développement personnel se décline sous autant de façons et attire des publics aussi différents. On a déjà parlé, par exemple, dans ce contexte, de la loi d'attraction. Et cette loi d'attraction cristallise ce déplacement du sacré dans le prolongement d'une volonté personnelle. Et pour moi, elle représente vraiment une sorte de caricature de l'imposture que propose le développement personnel. Alors, pour en revenir vraiment à ce dont je parle, c'est-à-dire cette crise de l'ennui chez l'hypersensible arrive très tôt. Parce que les symptômes habituels sont simplement amplifiés, c'est-à-dire le sentiment d'être mis à l'écart, un épuisement encore plus grand lorsque cette crise survient, des problèmes de sommeil qui commencent à s'installer vraiment de manière pérenne, et des ruminations à propos de tout et de rien sur sa situation. Ça peut être des sentiments de honte qui viennent ou de la culpabilité, ça peut être un sentiment d'impuissance totale qui s'installe, et aussi une incompréhension sur ce qui peut bloquer les choses dans sa vie. D'où le fait de se retourner vers des propositions alternatives telles que celle du développement personnel par exemple. C'est autant de caractéristiques pour lesquelles lui il a déjà des dispositions par rapport à la population moyenne et donc il est vraiment très exposé à cette crise de l'ennui. Concernant la troisième crise, on pourrait l'appeler la crise de sens. C'est le sentiment que ce que l'on fait est inutile, ou plus précisément que les compétences que l'on a, alors si on parle de profession c'est plus facile à comprendre, mais encore une fois ça peut s'appliquer dans d'autres domaines ou d'une autre façon. Donc les compétences de la profession ont tellement changé que ce que l'on fait, ce que l'on sait faire n'a plus d'application. Et nous ne savons plus faire ce qui est maintenant attendu de nous. Ou bien ça peut être aussi que n'importe qui en gros pourrait faire ce qu'on fait. Je vais prendre des exemples de situations qui n'ont pas de sens sur le plan professionnel. Par exemple un policier à qui on interdirait de poursuivre des hors-la-loi. Ou un professeur à qui on ne permettrait pas d'enseigner sa matière, ou bien un médecin à qui on demanderait de tuer une personne ou d'infecter des personnes. Vous comprenez les situations qui n'ont pas simplement pas de sens, quoi. Si je résume, le surmenage concerne le trop-plein d'activités. L'ennui, de son côté, c'est l'absence d'intérêt à l'activité parce qu'on n'utilise pas nos compétences réellement. Et ici, dans les crises de sens, c'est que l'activité n'a pas de sens ou est contraire à sa dénomination. Alors la crise de sens, elle entraîne en fait une crise existentielle ou une crise spirituelle, parce que la personne n'a pas toujours le vocabulaire pour l'exprimer, donc ça peut s'exprimer de différentes façons. Et certains deviennent cyniques pour essayer de résoudre cette crise en eux en essayant de continuer quand même. D'autres se désespèrent et donc peuvent faire des dépressions majeures, ou certains dépérissent complètement, se laissent aller. D'une manière ou d'une autre, et ils peuvent se résigner à vivre une vie sans intelligence. Mais ça conduit vers l'autodestruction en fait, et des personnes plus pragmatiques ont choisi à ce moment-là, quand ils sentaient qu'il y avait une crise majeure, une crise de vie, ils se sont mis en retrait et ont choisi de se reconvertir par exemple. Dans la mesure où c'est possible, c'est ok, mais on connaît des personnes qui ont tourné totalement différemment. En tout cas, cette crise de sens marque, à mon avis, une étape ultime avant un point de rupture majeur. La pyramide de Maslow, dont il est souvent question, va situer le besoin de réalisation vers le haut parmi les éléments de réalisation de soi. C'est-à-dire qu'on va trouver du sens
ultimement, alors qu'en fait, il s'agit d'un fondement. Et dès qu'on retire le sens, en fait, la personne se détruit. La pyramide de Maslow, ça apparaît comme une tartufferie. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. L'hypersensible peut avoir vécu les 3 crises dont je viens de parler. Pour les traverser, il a certainement connu les impasses proposées par la société, là, ce monde un peu libéral-libertaire, comme je qualifie. Et ce monde-là lui propose benoîtement d'être lui-même, ou de se réinventer, ou des propositions comme ça un petit peu convenues, mais je dirais plutôt qu'elles semblent insignifiantes, elles manquent de substance en fait, de fondement. Et il peut en rester là, bien sûr, mais il peut aussi avoir conscience que ce qu'il a vécu peut être rattaché à une réalité plus globale et présente une opportunité de se réinvestir dans le monde pour signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en apportant sa propre touche au monde. Autrement dit, je pense très sincèrement que le monde actuel a plus que jamais besoin d'hypersensibles. Donc pour ceux qui se sont mis sur la touche, je les encourage à s'investir davantage encore. Alors ces crises peuvent être plutôt des révélateurs de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité peut avoir des causes qui peuvent trouver leurs racines dans des blessures de la petite enfance. C'est même trop souvent le cas. Alors, je pourrais vous raconter des choses personnelles, ou vous donner des exemples, voire même des schémas généraux que j'aurais élaborés ou trouvés ici ou là. On a tous, en fait, des blessures d'enfance. Et pour certains, l'hypersensibilité a été le fruit de ces blessures, et elle s'est relativement stabilisée assez tôt dans la vie pour ne pas augmenter. Alors, j'ai indiqué des cheminements dans lesquels l'hypersensible pourrait aller explorer seul. Il pourrait même en avoir l'intuition, et à ce moment-là, c'est quand l'hypersensibilité grandit de plus en plus. Concernant le traitement des blessures de la petite enfance, je déconseille d'aller voir ça tout seul dans son coin, comme je l'ai indiqué, comme on explore l'intuition. Lorsqu'il s'agit d'affronter les questions de sa petite enfance et de les blessures qu'on a contractées à ce moment-là, vaut mieux pas y aller tout seul, surtout si on est hypersensible. Je conseille au contraire de rencontrer une personne qui soit professionnelle et qui permette d'effectuer ce qui est appelé, moi j'aime pas trop cette expression, mais un travail sur soi. Peu importe que j'aime ou pas cette expression, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il s'agit en fait d'aller à la rencontre de soi-même et d'accepter plusieurs choses. D'abord de se remettre à quelqu'un en qui on a confiance, a priori, un professionnel qui est là pour ça, et avec qui on n'a pas de relation personnelle, familiale par exemple. C'est aussi accepter au moins l'idée que l'on pourra peut-être souffrir momentanément, et accepter l'idée que l'on puisse changer en devenant en fait plus autonome, mais en restant soi-même, en restant intègre. Et donc faire confiance à quelqu'un d'autre que soi-même qui nous aidera à effectuer ça. C'est vrai que c'est pas forcément facile à faire. Alors bon, comme je viens de parler de sacré, de spiritualité et de racines, de foi, je me dois de vous proposer un interlocuteur qui soit compétent, et il y en a plein en fait. Mais il y en a beaucoup moins qui ont aussi une foi, qui ont un ancrage, qui ont une vie réellement impliquée dans une démarche spirituelle, une foi authentique. Donc je vais indiquer les coordonnées d'une personne qui a à la fois la compétence professionnelle et l'ancrage, je dirais, dans le ciel. C'est-à-dire ce genre de profil dont le monde a terriblement besoin. Et c'est marrant que je la mentionne pour parler des causes originelles de l'hypersensibilité, parce que figurez-vous qu'elle a joué un rôle décisif dans la création de cette chaîne. Sans son discernement, sa générosité, Recto Verso n'aurait pas pris du tout sa forme actuelle, et il est plus que possible que sans sa confiance, je n'aurais pas autant de joie à l'animer. Donc je vous recommande tout spécialement. Elle s'appelle Mirana Miquel. J'indique les coordonnées de sa chaîne ainsi que celles de son site. Et si vous souhaitez donc un accompagnement plutôt sur le plan psychologique lié aux blessures de l'enfance, notamment bien sûr dans le cadre de l'hypersensibilité, ça fait partie de ses axes de travail importants, n'hésitez pas à la contacter. Et si elle m'écoute, merci beaucoup Mirana, vraiment. Avant de vous permettre d'identifier à quel moment l'hypersensibilité peut vous jouer des tours, la prochaine fois j'aborderai une cause qui contribue à amplifier les symptômes liés à l'intuition. Ensuite, donc, on verra comment elle peut vous jouer des tours. Et dans le dernier entretien, nous évoquerons des aménagements à l'hypersensibilité qui vont aussi aider à refermer toutes ces portes. Et à travers tout ce que je viens de vous dire, y compris l'intervenante que je vous ai citée tout de suite, toutes ces aides-là sont en fait complémentaires, même si elles semblent aller dans des directions différentes. Ok ? À bientôt ! Allez, salut !